Chaque année, des milliers de tonnes de métaux sont extraites dans le monde. Mais un seul d'entre eux est si dangereux qu'il peut tuer un homme même sous forme de poussière, tout en nous permettant de remonter 13 milliards d'années dans le passé de l'univers. C'est le beryllium. Un métal plus léger que l'aluminium, mais plusieurs fois plus rigide que l'acier. Un métal sans lequel le télescope spatial James Webb n'existerait pas. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Pourquoi sa production évoque-t-elle un cauchemar chimique? Et pourquoi le manipuler ressemble-t-il à un jeu mortel? Et que cachent exactement ces usines derrière leurs épaisses vitres de protection? Ne zappez pas, vous découvrirez ce qui changera à jamais votre perception du métal. Entrons directement dans les chiffres, car ils sont tout simplement renversants. Regardez ce bloc de métal. En apparence, un simple morceau de ferraille grise, mais si j'essaie de le soulever, je risque de me heurter le menton tant je serai surpris. La densité du beryllium n'est que de 1,85 g par centimètre cube. C'est près de 30% de moins que l'aluminium, que nous considérons habituellement comme la référence en matière de légèreté. Mais voici le tour de force. Malgré cette quasi-apesanteur, le beryllium est 4 fois plus rigide que l'acier. Son module d'élasticité atteint l'incroyable chiffre de 303 gigapascales. Cela signifie que ce matériau oppose une résistance considérable à toute déformation. Vous pourriez en faire une structure fine, comme du papier. Elle conserverait sa forme sous une charge colossale. Son processus d'extraction constitue un chapitre à part dans le manuel de survie industrielle. La source principale, un minéral appelé bertrandite, extrait dans les déserts de l'Utah. Le minerai ne contient qu'environ 0,5% de beryllium. Pour extraire ce métal, la roche est broyée puis plongée dans de l'acide sulfurique, transformant le tout en une sorte de bouillie chimique. Ensuite, par une série de manipulations complexes avec des hydroxydes et des fluorures, on obtient du fluorure de beryllium pur. Celui-ci est mélangé à du magnésium dans d'immenses creusets et chauffé à une température de 1300 degrés Celsius. Le magnésium capte le fluor, tandis qu'au fond se déposent des grains métalliques brillants, ce qu'on appelle des pellets ou galets de beryllium. Mais ce n'est que le début, car il est impossible de les travailler directement. C'est ici que nous arrivons à la partie la plus dangereuse de notre visite. Le beryllium est une véritable bombe toxique. Sa poussière provoque la berylliose chronique, une maladie qui rend vos poumons tout simplement incapables de fonctionner. C'est pourquoi personne ici ne coule le métal dans des moules, comme on le ferait avec de la fonte. On utilise des méthodes de métallurgie des poudres. Les grains de métal sont broyés en une poudre fine dans des broyeurs spéciaux sous vide. Chaque grain de poudre doit être sous contrôle. Ensuite, cette poudre est versée dans d'immenses capsules d'acier et soumise à un pressage à chaud sous vide. Imaginez une pression de centaines d'atmosphères et une température de plus de 1000 degrés qui écrasent simultanément cette poudre, la forçant à devenir un bloc monolithique. Cela dure des heures, jusqu'à ce que la structure devienne parfaitement homogène. Pourquoi donc les ingénieurs du télescope ont-ils choisi ce matériau infernal pour leur miroir? C'est une question de froid cosmique. James Webb opère au point de Lagrange numéro 2, où la température chute à moins 223 degrés Celsius. Le verre ordinaire, soumis à un tel refroidissement, commence à se déformer de manière imprévisible. Or, le beryllium possède une propriété unique. Son coefficient de dilatation thermique devient pratiquement nul aux basses températures. Il se fige, pour ainsi dire. Cela a permis de créer des miroirs qui restent parfaitement lisses, même dans le froid le plus impitoyable du cosmos lointain. Chacun des 18 segments du miroir mesure 1,30 m de diamètre, mais ne pèse que 20 kg. Si nous les fabriquions en verre, ils pèseraient près de 100 kg chacun, et la fusée ne pourrait tout simplement pas décoller.
Chaque miroir a été usiné dans un bloc massif, en retirant 90% de la masse à l'arrière pour créer une structure alvéolaire légère. C'est ce qu'on appelle l'allègement structural. L'épaisseur des parois n'y est que de quelques millimètres. Ensuite commence le polissage. Il s'effectue à l'aide de systèmes informatiques qui éliminent les irrégularités de l'ordre du nanomètre. 1/1000 de mètre, voilà la précision qui règne ici. Puis, les miroirs sont transportés dans une chambre cryogénique, où ils sont refroidis aux températures spatiales, les déformations microscopiques sont mesurées, puis on les polit à nouveau pour compenser ces variations. Ce cycle a été répété des dizaines de fois sur plusieurs années. Et maintenant, observez cette couleur. Nous avons l'habitude de voir les miroirs des télescopes dorés, mais sous l'or se trouve du beryllium pur. L'or n'est appliqué qu'à la toute fin, par pulvérisation sous vide. La couche d'or ne fait que 100 nanomètres d'épaisseur. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour ce miroir immense de 25 mètres carrés, on n'a utilisé qu'environ 48 grammes d'or. L'équivalent de 3 ou 4 alliances, étalé sur une surface gigantesque. L'or est nécessaire, car le télescope recherche le rayonnement infrarouge des toutes premières étoiles, qui se sont allumées il y a 13 milliards et demi d'années. Le beryllium apporte rigidité et stabilité, l'or une réflexion parfaite. Dans cette usine, les mesures de sécurité semblent paranoïaques, mais c'est une paranoïa justifiée. Vous voyez ces lignes jaunes au sol? Impossible de les franchir sans chaussures spéciales. L'air de l'atelier est entièrement renouvelé toutes les 3 minutes. Le taux de beryllium dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 de microgramme par mètre cube. C'est si minuscule que vous ne pourriez même pas le voir au microscope. Et pourtant les capteurs sont partout ici. Chaque employé passe par une douche spéciale en fin de service, et leurs vêtements sont éliminés comme des déchets dangereux. C'est le prix à payer pour pouvoir sonder les profondeurs du cosmos. Mais le beryllium ne se limite pas à l'espace. Regardez ces pièces minuscules pour moteurs d'avion. Parce qu'il conduit la chaleur mieux que la plupart des métaux, le beryllium est idéal pour les composants qui doivent refroidir rapidement. Sa conductivité thermique atteint environ 210 watts par mètre Kelvin. Il évacue la chaleur plus vite que l'aluminium, tout en ne fondant qu'à 1287 degrés. Cela permet aux avions de voler plus vite et aux moteurs de fonctionner plus efficacement. Autre fait intéressant que vous n'entendrez guère à l'école. Le beryllium est presque transparent aux rayons X. Si vous faites une radiographie à travers une plaque d'acier, vous ne verrez rien. Mais le beryllium laisse passer les rayons comme s'ils n'étaient pas là. C'est précisément pour cette raison que les fenêtres de tous les appareils de radiographie et scanners dans les hôpitaux sont fabriquées en feuilles de beryllium. Cela permet aux médecins d'obtenir des images nettes de votre corps, sans perdre la puissance du rayonnement dans l'appareil lui-même. Vous vous demandez combien coûte tout ce plaisir? Eh bien, si vous voulez acheter 1 kg de beryllium pur, prévoyez entre 800 et 1000 $. Mais ce n'est que pour la matière première. Le coût d'une pièce finie peut être des dizaines de fois plus élevé, en raison de la complexité de l'usinage et des mesures de sécurité. Un seul segment de miroir du web a coûté des millions de $, si l'on tient compte de toutes les années de tests et de polissage. Merci d'avoir suivi cette exploration, et si vous aimez la vraie science autant que moi, n'hésitez pas à laisser un like. À bientôt pour un prochain site secret. Chaque année dans le monde, des millions de tonnes de métaux traversent des fours à plus de 1000 degrés pour se transformer en ce que nous utilisons au quotidien, des voitures aux avions. Mais si je vous disais que certains de ces matériaux sont plus légers que le plastique, d'autres plus lourds que l'or, et que certains peuvent survivre aux conditions de l'espace? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le magnésium, le tungstène et le titane naissent de l'eau de mer, de la poudre et de la roche. Et le plus fascinant, un fait sur ces métaux
changera votre regard sur les objets du quotidien. Restez avec nous et vous comprendrez ce dont presque personne ne parle. Commençons par le magnésium. On me conduit dans un atelier qui ressemble un peu à la cuisine de géants. D'immenses réservoirs, des tuyaux qui courent le long des murs, et le mouvement lent d'une masse qui, il y a peu encore, était de l'eau de mer ou de la roche. Ici, le magnésium n'apparaît pas subitement. Il parcourt un long chemin. Je regarde la matière première entrer dans les fours, et la température y est telle que, même à plusieurs mètres de distance, on sent la chaleur sur sa peau. Plus de 1000 degrés Celsius, et ce n'est là qu'une des étapes. Lorsque le magnésium finit par se dégager, il ressemble à un métal argenté, dont la surface est très calme. C'est un peu trompeur, car je sais que si on l'enflamme, il produit une lumière si vive qu'il devient difficile de la regarder, même avec une protection. Ensuite, on me montre les lingots. J'en prends un dans mes mains, et c'est là que le cerveau commence à se disputer avec lui-même. Il pèse moins qu'on ne s'y attendrait. Vraiment, on a l'impression qu'on vous a donné une réplique. Le magnésium est plus léger que la plupart des métaux, et même certains plastiques semblent plus lourds. Pourtant, on l'utilise dans des pièces qui supportent des charges, des chocs et des vibrations. À mes côtés, un ingénieur m'explique qu'une voiture moderne peut contenir jusqu'à 10 kg de magnésium, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Je me surprends à penser que voici un cas où la légèreté n'est pas un compromis, mais un atout. Nous passons dans un autre atelier, et l'atmosphère change du tout au tout. Si le magnésium paraissait léger, presque aérien, le tungstène en est l'exact opposé. Lourd, dense, il semble fait pour résister à tout. On me tend un petit morceau, et il pèse bien plus lourd qu'on ne l'imaginerait pour sa taille. Le point de fusion dépasse ici 3400 degrés Celsius. Nous sommes dans une toute autre dimension. On ne le fond pas au sens classique. On le travaille par métallurgie des poudres. J'observe comment une fine poudre est compressée dans un moule, puis fritée au four, et se transforme progressivement en métal dense. On dirait presque un tour de magie, seulement très lent et très maîtrisé. Mais le plus fascinant arrive ensuite, le titane. Ici, tout évoque quelque chose entre un laboratoire et une installation spatiale. La production de titane, c'est une histoire de pureté et de contrôle. La matière première est traitée de manière à éliminer toutes les impuretés, et cela prend du temps. Les réacteurs sont fermés, l'atmosphère à l'intérieur est contrôlée, car le titane réagit très activement avec l'oxygène à haute température. J'observe le processus de réduction, où le métal traverse plusieurs étapes avant de devenir ce matériau brillant que l'on utilise ensuite dans les avions et les implants médicaux. Lorsqu'on me montre les lingots de titane, je me surprends à nouveau avec une sensation étrange. Ils ont l'air solides, importants, mais en même temps pas si lourds que ça. Le titane est environ 2 fois plus léger que l'acier, tout en rivalisant avec lui en termes de résistance. Et c'est précisément ce qui le rend si précieux. Imaginez à quel point il est important de réduire le poids d'un avion, ne serait-ce que de quelques centaines de kilogrammes. C'est une économie de carburant, c'est une plus grande autonomie de vol, c'est une efficacité différente. Je marche entre les ateliers et je pense à quel point ces matériaux sont différents. Le magnésium, léger et rapide, le tungstène, lourd et obstiné, le titane, équilibré et précis. Et pourtant, ils naissent tous de la même idée. Prendre ce qui existe dans la nature et le contraindre à travailler selon nos conditions. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque degré de température, chaque minute d'usinage, chaque mouvement de la machine, tout est calculé. À la fin, je sors dans la rue, et après le bruit des ateliers, le silence me frappe presque. Je regarde les choses ordinaires autour de moi, les voitures, les bâtiments, les machines. Et je comprends qu'à l'intérieur de tout cela, ces matériaux sont déjà présents.
Ils ne criment pas leur existence, n'attirent pas l'attention, mais sans eux, tout fonctionnerait autrement. Le magnésium est le 8e élément le plus abondant dans la croûte terrestre, et en même temps, l'un des métaux les plus massifs de l'océan mondial. Dans chaque mètre cube d'eau de mer se trouve dissous environ 1 kg de magnésium. Cela peut sembler peu, mais si l'on considère l'échelle des océans, il s'agit déjà de billions de tonnes de matières premières potentielles. C'est pourquoi les pays ayant accès à la mer développent activement cette production, bien qu'elle nécessite beaucoup d'énergie. Justement, parlons d'énergie. La production d'une tonne de magnésium peut exiger plus de 10 000 kWh d'électricité. C'est à peu près ce qu'un appartement moyen consomme en plusieurs années. Un approvisionnement électrique bon marché fait donc toute la différence. Sans surprise, près de 85% du magnésium mondial est aujourd'hui produit en Chine. Avec le tungstène, l'histoire est encore plus fascinante. C'est l'un des métaux les plus réfractaires de la planète, et sa température de fusion dépasse 3400 degrés Celsius. À titre de comparaison, l'acier fond aux alentours de 1500 degrés. C'est précisément pour cette raison que le tungstène est utilisé là où d'autres matériaux capitulent tout simplement. Par exemple, les filaments incandescents des ampoules, les pièces de moteur fusée ou les outils d'usinage des métaux. De plus, il est si dense qu'un petit morceau peut peser autant qu'un gros élément en acier. Sa densité dépasse 19 grammes par centimètre cube, soit pratiquement celle de l'or. Le titane, quant à lui, paraît plus terrestre, mais ses chiffres sont tout aussi impressionnants. Il est environ 45% plus léger que l'acier, tout en pouvant atteindre une résistance équivalente, voire supérieure, dans ses alliages. Dans un avion de ligne moderne, la proportion de titane peut représenter jusqu'à 15% de la masse structurelle. Ce n'est pas un hasard, car il résiste également à la corrosion. Même l'eau de mer ne lui fait pratiquement rien. C'est pourquoi on le retrouve dans les navires, les engins sous-marins et les implants médicaux, qui peuvent fonctionner dans le corps humain pendant des décennies. Il y a encore un aspect qui m'a particulièrement marqué. Si l'on compare l'empreinte carbone de la production, le magnésium et le titane sont encore désavantagés face à l'acier, en raison de la forte intensité énergétique des processus. Mais grâce à la réduction du poids des produits finis, ils permettent d'économiser du carburant et de l'énergie lors de leur utilisation. Par exemple, alléger un véhicule de 100 kg peut réduire la consommation de carburant de plusieurs pourcents. Et c'est là que commence une partie de longue haleine, où le matériau amortit son coût tout au long de son cycle de vie. Et un dernier fait qui résume bien toute cette histoire. Une automobile moderne moyenne contient déjà plus de 20 métaux différents, et la part des alliages légers augmente chaque année. Cela signifie que ces matériaux passent progressivement de la catégorie « quelque chose pour l'aviation » à notre vie quotidienne. Et le plus fascinant, c'est que nous ne le remarquons presque pas jusqu'au moment où nous nous retrouvons dans une usine et voyons comment tout cela naît de la pierre, de la poudre et de l'eau de mer. Chaque année dans le monde, on refond plus d'1 milliard de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de cette masse devient ce sur quoi filent les trains à 300 km/h. Et voici ce qui surprend le plus. Tout commence non par de la haute technologie, mais par un simple tas de ferraille rouillées. Vieilles poutres, débris de machines, rebuts, ce qui aurait dû disparaître à jamais. Mais en quelques heures, cela se transforme en un rail parfaitement droit de 100 mètres, précis au millimètre près. Comment ? Et que se passerait-il si, au cœur de cet acier, subsistait ne serait-ce qu'une seule bulle invisible ? Restez avec nous, car un instant dans ce processus décide si le voyage sera paisible ou catastrophique.
commence de façon bien moins raffinée qu'on pourrait l'imaginer. La première étape ressemble à une version monumentale d'un vide-grenier. D'énormes aimants soulèvent dans les airs des tonnes de ferraille, vieux tuyaux, pièces de machines, poutrelles diverses. Toute cette ferraille hétéroclite s'envole dans un vacarme assourdissant vers une gigantesque benne de chargement. Je me tiens derrière une vitre de protection, mais même ici, je sens le sol vibrer sous mes pieds lorsque cet amoncellement de métal s'apprête à sa transformation. Ensuite, cette ferraille est envoyée dans un four à arc électrique. C'est une sorte de chaudron géant où, au lieu du gaz, on utilise l'électricité. Lorsque descendent les électrodes de plusieurs mètres de long, un arc électrique jaillit. Le bruit évoque celui de 10 avions décollant simultanément à proximité. Les étincelles fusent de toutes parts, tandis que la température à l'intérieur grimpe jusqu'à 1550 degrés Celsius. C'est ce seuil où le fer solide cède sous la pression de l'énergie et se transforme en une masse liquide qui rappelle une orangeade brûlante. Lorsque l'acier est fondu, le travail n'est qu'à moitié accompli. Pour des rails ordinaires, cela pourrait suffire, mais ici, nous fabriquons un produit haut de gamme. Les rails à grande vitesse ne tolèrent aucune impureté. C'est pourquoi ce métal en fusion est envoyé vers une installation poche-four. Là, on ajoute au métal divers ingrédients secrets: manganèse, silicium, chrome. Chacun d'eux garantit que le rail soit résistant, sans être cassant. On y procède également au dégazage. L'acier est placé sous vide, afin d'en extraire l'hydrogène et l'oxygène. C'est d'une importance capitale. Si la moindre bulle de gaz subsiste à l'intérieur du métal, elle se transformera, quelques années plus tard, sous les roues d'un train à grande vitesse, en micro-fissures, puis en véritable problème. Le vide aspire tout ce qui est superflu, et l'acier devient pur comme une conscience après confession. Il est maintenant temps de donner forme à ce fer liquide. Cela se produit sur une machine de coulée continue. Le métal s'écoule par des orifices spéciaux et se refroidit progressivement au contact de l'eau, se transformant en longs lingots rectangulaires, les blooms. Ils brillent encore d'un rouge éclatant et dégagent une chaleur si intense que je la sens sur ma peau, même à 20 mètres de distance. Chacun de ces blooms pèse environ 5 tonnes. C'est en fait une énorme ébauche dont nous allons forger quelque chose d'extraordinaire. Puis vient la partie la plus spectaculaire de notre visite, le laminoir. Le bloom est à nouveau chauffé à 1200 degrés pour devenir aussi malléable que de la pâte à modeler entre les mains d'un enfant. Ensuite, cette barre incandescente est lancée dans un système de cylindres. Ce sont d'imposants cylindres métalliques qui pressent le métal, l'étirent et lui donnent le profil que nous avons tous vu sur les voies ferrées. À chaque passage, la pièce s'allonge et s'affine. Elle file sur le convoyeur à rouleau à plus de 10 mètres par seconde. On dirait un serpent de feu de 100 mètres de long qui tente de s'échapper de l'usine. Nous parlons bien de rails de 100 mètres. Pourquoi si long ? Parce que moins il y a de joints entre les rails, moins il y a de vibrations et de bruit. C'est précisément ce qui garantit la fluidité de roulement des trains à grande vitesse. Lorsque vous entendez ce cliquetis familier des roues, c'est le train qui franchit un joint. Sur les lignes à grande vitesse, ces joints sont quasi inexistants, car les rails sont soudés en fils continus interminables. Mais donner simplement une forme ne suffit pas. Il faut rendre l'acier extrêmement dur, précisément là où rouleront les roues. Ce processus s'appelle le durcissement thermique différencié. Le champignon du rail est refroidi à l'air comprimé selon un programme spécifique. Cela permet d'obtenir une structure métallique très fine et résistante en surface, tandis que le cœur demeure légèrement plus souple pour absorber les chocs et éviter les fissures dues au gel ou aux charges. Une fois le rail refroidi, il n'est plus aussi droit qu'il y paraissait. Le métal, en refroidissant, se déforme légèrement. On l'envoie donc vers une machine de redressage. Il s'agit d'une série de rouleaux qui plient cette barre d'acier de 100 mètres
pour la rendre parfaitement rectiligne. Les tolérances sont rigoureuses. L'écart sur toute la longueur de 100 mètres ne peut excéder quelques millimètres. Si le rail est défectueux, les passagers auront mal au cœur et le rail s'usera en quelques semaines à peine. Dernière étape de notre voyage, le contrôle qualité. Ici, on ne fait pas confiance à l'œil humain. Le rail passe par une ligne automatique équipée de capteurs à ultrasons et de scanners laser. Il radiographie le métal de part en part, à la recherche des moindres défauts internes. Si un capteur détecte quelque chose de suspect, une marque de peinture est automatiquement appliquée sur le rail. Ce tronçon est alors découpé, ou parfois le rail entier repart à la refonte. Dans l'univers du rail à grande vitesse, aucun compromis n'est possible. Seul compte une confiance absolue en chaque millimètre de métal. Je contemple ces rails terminés, alignés en rangée parfaite dans l'entrepôt, et j'ai du mal à croire qu'il y a 3 heures à peine, il n'était qu'un tas de ferraille rouillée dans une benne. C'est un véritable triomphe de l'esprit humain et de la précision des calculs. L'homme a appris à dompter la puissance du feu et des pressions colossales pour que nous puissions voyager confortablement. Ajoutons encore quelques chiffres pour que vous mesuriez mieux l'ampleur de tout cela. Un seul rail de 100 mètres pèse environ 6 tonnes, soit l'équivalent de 3 éléphants adultes alignés bout à bout. Pour poser un seul kilomètre de voie à grande vitesse, l'usine doit fondre et transformer plus de 120 tonnes d'acier de haute qualité. Chaque mètre du produit fini est scanné lors du contrôle final par 19 capteurs différents, capables de détecter une cavité interne de moins d'1 millimètre. Ce fil d'acier servira environ 30 ans, résistant à une pression colossale. Et la longueur totale de ces voies sur la planète a déjà dépassé 40 000 km, de quoi faire le tour complet de la Terre à l'équateur. Mes chaussures ont légèrement brûlé à cause de la proximité des ateliers surchauffés, et ma gorge s'est asséchée dans cet air sec, mais ce fut une journée extraordinaire. J'espère que cette promenade en ma compagnie vous a plu. La prochaine fois que vous verrez défiler les rails par la fenêtre d'un train, pensez à ces milliers de degrés et à ces flèches de feu de 100 mètres. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. N'hésitez pas à liker si cette plongée au cœur de cet organisme de fer vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle autre usine je devrais visiter pour vous montrer quelque chose d'impressionnant et de brûlant. Prenez soin de vous et choisissez toujours des chemins sûrs. À bientôt pour une nouvelle découverte. Chaque année, le monde produit plus d'1 milliard 800 millions de tonnes d'acier. Pourtant, seule une infime partie de ce métal devient l'ossature de bâtiments capables de défier les tremblements de terre. À Monterrey, au cœur sismique du Mexique, s'élève un géant de 305 mètres, les Torres Obispado. Et leur acier n'est pas seulement mis à l'épreuve par le poids de centaines de milliers de tonnes, mais aussi par la nature elle-même. Comment ce métal résiste-t-il aux secousses telluriques ? Quelle technologie permet au gratte-ciel de ne pas plier ? Restez avec nous, vous découvrirez le secret d'un acier que le monde cherche à copier, sans jamais y parvenir. L'acier est produit à Monterrey depuis le 19e siècle. Ternium est né de la légendaire ILSA, entreprise qui, dès 1957, breveta une méthode révolutionnaire de production de fer par réduction directe, le procédé HIRL. Le monde entier copia ensuite cette technologie. Aujourd'hui, Ternium produit plus de 14 millions de tonnes d'acier par an et approvisionne tout le continent américain. Lorsque les promoteurs ont imaginé construire le plus haut bâtiment d'Amérique latine, le choix du fournisseur d'acier ne s'est même pas posé. L'acier serait local, de Monterrey. Moins de logistique, moins de risques,
contrôle, qualité totale. Mais voilà le problème. Monterrey se trouve dans une zone sismiquement active. Le Mexique est un pays de tremblements de terre. Quand vous construisez à 305 mètres de hauteur, chaque secousse souterraine se transforme en mouvement de balancier au niveau des étages supérieurs. La physique est implacable. Plus l'édifice est haut, plus il oscille fortement sous l'effet de ces mêmes secousses. Pour Torres Obispado, les ingénieurs ont conçu un système structurel hybride. Un noyau en béton armé au centre assure la rigidité. Autour, un cadre périphérique à portique en acier, fait de colonnes et de poutres. Deux systèmes qui se complètent. Tandis que le noyau maintient la forme, le squelette d'acier extérieur absorbe et répartit l'énergie sismique sur toute la hauteur du bâtiment. Aux étages techniques, des amortisseurs visqueux supplémentaires, des absorbeurs hydrauliques, dissipent les oscillations dues au vent et aux secousses. Pour que tout cela fonctionne, il faut un acier de classe de résistance particulière. Et c'est là que Ternium entre en scène. Je pénètre dans l'atelier et la première chose que je ressens, c'est la chaleur. Même à 20 mètres des fours, la température se fait sentir sur la peau. Les fours à arc électrique de Ternium fondent ferraille et fer de réduction directe à plus de 1500 degrés Celsius. Ce n'est pas qu'une simple fusion, c'est de la chimie. L'ajout précis de manganèse, de vanadium, de molybdène dans des proportions déterminées confère à l'acier les propriétés requises. Pour les structures parasismiques, il ne suffit pas d'avoir de l'acier résistant. Il faut de l'acier résistant et ductile. La différence est capitale. L'acier fragile supporte la charge, mais dès qu'on dépasse la limite, il casse brutalement. L'acier ductile, sous la même charge, commence à se déformer en absorbant l'énergie, signalant le danger bien avant la rupture. C'est précisément cette propriété qui permet au bâtiment de survivre aux tremblements de terre sans s'effondrer. Après la fusion, le métal passe par une coulée continue. L'acier liquide se transforme en une brame compacte d'environ 220 mm d'épaisseur. Cette brame part au laminage à chaud. Je regarde le métal chauffé à blanc traverser les cylindres du laminoir, et à chaque passage, il devient plus fin, plus long, mais plus dense. La structure cristalline s'aligne dans le sens du laminage, créant cette fameuse fibrosité qui rend le métal forgé et laminé fondamentalement supérieur au métal coulé. Pour la Torres Obispado, on a fabriqué des poutres massives à larges ailes de classe de résistance à 572 grades 50 et supérieur. Un acier dont la limite d'élasticité atteint 345 mégapascales. Pour vous donner une idée, chaque centimètre carré de section de cette poutre supporte plus de 35 tonnes avant de commencer à se déformer. Les éléments les plus impressionnants de l'ossature sont les méga-colonnes de la base et des étages inférieurs. Ces structures portent toute la charge verticale du bâtiment, des centaines de milliers de tonnes. Leurs sections sont colossales. Certaines colonnes présentent une épaisseur de paroi supérieure à 50 mm. C'est un véritable mur d'acier monolithique, soudé en profilé fermé. Le soudage de telles sections relève d'un art à part entière. Au-delà de 40 mm d'épaisseur, un soudage classique génère des contraintes thermiques susceptibles de créer des micro-fissures. Ternium a mis en œuvre des procédures de soudage spéciales avec préchauffage, contrôle de la température entre les passes et refroidissement progressif. Chaque soudure était ensuite contrôlée par ultrasons. La moindre porosité ou fissure de plus de 3 mm entraînait une reprise. Vient maintenant le plus intéressant. Comment acheminer tout cela sur le chantier ? Certaines poutres mesuraient 15 à 12 mètres de long et pesaient 30 à 40 tonnes. Il fallait les transporter à travers le centre de Monterrey, une ville aux rues étroites héritée de l'époque coloniale. Pour le transport, on utilisait des plateformes surbaissées à direction multi-essieux.
Ces remorques comptent de 12 à 24 roues, chaque essieu pivotant indépendamment, ce qui permet de négocier des virages impossibles pour un semi-remorque classique. Les convois circulaient exclusivement de nuit, entre 2 et 5 heures du matin. Une escorte policière bloquait les rues. Un ingénieur logisticien muni d'une tablette marchait en tête et vérifiait la hauteur de chaque passage supérieur. Certains itinéraires devaient être modifiés au dernier moment, à cause d'arbres, de lampadaires ou de caténaires oubliés dans les calculs. Un jour, une plateforme transportant une poutre de 14 mètres de long s'est retrouvée coincée dans un virage. La rue s'avérait 3 mètres trop courte pour le rayon de braquage calculé. La solution a nécessité 2 heures. On a démonté les barrières du trottoir, roulé sur le rebord, et mètre après mètre, avec des ajustements millimétriques de chaque essieu, on a fait passer la poutre à travers l'angle. Une dizaine de chaînes locales se sont déplacées pour le journal du matin. Pour que je passe aussi à la télévision, abonnez-vous à la chaîne et laissez un commentaire. Quand on regarde les Torres Obispado d'en bas, on voit ce que j'appellerais une forêt d'acier. Colonnes verticales, poutres horizontales, contreventements diagonaux, tout cela se fond en une grille métallique rythmée qui se dissout verticalement dans le ciel. Aux étages inférieurs, les colonnes sont les plus massives. C'est là que la charge est maximale. Plus haut, elles s'affinent. Les parois s'amincissent. Les sections se réduisent. Le bâtiment semble s'alléger à mesure qu'il s'élève. Le montage était assuré par une grue spécialisée dotée d'une flèche de 70 mètres de portée. Chaque poutre était tissée selon des calculs d'angle précis. Une verticale fossée au niveau du premier étage aurait entraîné des décalages de plusieurs centimètres au 20e. Les monteurs vérifiaient constamment les positions à l'aide de stations totales, des théodolites électroniques équipés de télémètres laser. La Torres Obispado n'est pas qu'un simple record de hauteur, c'est un symbole. Construite en acier de Monterrey, conçue par les architectes locaux de Posas Arquitectos, elle a donné à la ville une nouvelle identité. Monterrey, capitale industrielle du Mexique, possède désormais le plus haut gratte-ciel du continent. Avez-vous déjà vu forger les muscles d'acier de la planète? Aujourd'hui, nous sommes à Bilbao, dans l'usine légendaire Vicine Cadenas. Ici, le métal n'est pas dompté par des marteaux, mais par une pression colossale et du courant électrique. Dans ces ateliers naissent des chaînes destinées aux plateformes pétrolières du golfe du Mexique et aux éoliennes géantes flottant en plein océan. Un seul maillon pèse autant qu'une voiture entière. Je vais vous montrer comment l'acier incandescent de 20 cm de diamètre devient aussi malléable que de la pâte à modeler. Attachez vos ceintures, nous entrons dans une véritable forge des dieux. Cette barre d'acier évoque davantage le tronc d'un arbre centenaire qu'une armature ordinaire. Dans l'usine Vicine Cadenas de Bilbao, tout commence par ce monstre. Un cylindre plein en acier spécial, hautement taillé, dont le diamètre dépasse 20 cm. Pour mieux vous représenter l'échelle, cette tige d'acier est plus épaisse que la cuisse d'un athlète professionnel. Ce n'est pas simplement du fer, c'est un concentré de résistance, conçu pour survivre des décennies dans l'environnement salin agressif de l'océan, sous une pression de milliers de tonnes. Le processus de transformation de ce géant froid et intraitable en maillon de chaîne débute par un choc thermique. La barre entre dans un four à induction, et là, la physique prend le dessus. Il ne s'agit pas d'un feu ordinaire, ni d'une chambre à gaz. Ici, ce sont des champs magnétiques d'une puissance inouïe qui opèrent. Le courant électrique traverse le métal, excitant ses atomes jusqu'à un état de véritable frénésie. En quelques minutes à peine, l'acier gris et froid commence à se métamorphoser sous nos yeux.
D'abord, la surface vire au bordeaux terne, comme si le métal s'emplissait de colère. Mais la température continue de grimper vertigineusement, dépassant les 1000 degrés Celsius, et la barre s'embrase d'une couleur red hot, éclatante et intense. À ce moment précis, l'acier atteint son état plastique. Il irradie avec une telle intensité qu'il est difficile de le regarder sans lunettes de protection. On dirait qu'un petit soleil furieux est emprisonné à l'intérieur du métal. Mais cette couleur flamboyante est trompeuse. Bien que l'acier devienne malléable et prêt à être plié, il ne perd rien de sa masse colossale. Chacune de ces sections incandescentes pèse des centaines de kilos, et sa température est si élevée qu'elle peut instantanément vaporiser toute humidité dans un rayon de plusieurs mètres. L'air ambiant tremble sous l'effet de la chaleur, créant un mirage comme dans le désert. C'est le moment de tension extrême. Le géant d'acier a déjà perdu sa dureté, mais n'a pas encore acquis sa forme définitive, figé dans l'attente de l'essentiel. L'intervention des manipulateurs hydrauliques géants qui forceront cette masse incandescente à se plier à la volonté des ingénieurs. Quand cette barre d'acier chauffé à blanc sort du four, je recule instinctivement. Même à 10 mètres de distance, la chaleur est telle qu'on se croirait devant les portes ouvertes de l'enfer. Mais la véritable magie commence lorsque la presse hydraulique entre en jeu. Les opérateurs appellent ces pinces massives des doigts. Et quand on les voit à l'œuvre, on comprend pourquoi. Ces membres de fer saisissent une barre épaisse comme un tronc d'arbre, avec la même assurance que nous saisissons un crayon. À cet instant, le cerveau refuse de croire ce que voient les yeux. Ce qui se passe ensuite défie toute mon expérience de vie. L'acier, qui il y a 1 minute était plus dur que la roche, commence à se plier sous la pression hydraulique, comme s'il ne s'agissait pas d'un alliage ultra résistant, mais d'un morceau de pâte à modeler pour enfants ou de cire chauffée. Je vois des mécanismes massifs enserrer la barre et, d'un mouvement fluide, presque gracieux, la replier en une boucle parfaite autour d'un noyau d'acier. Ce n'est pas de la force brute, c'est un véritable travail d'orfèvre à l'échelle des géants. Chaque degré de courbure, chaque millimètre d'expansion du métal est calculé par ordinateur en temps réel. Une seule contrainte microscopique, et des micro-fissures apparaissent à l'intérieur de l'acier, qui plus tard, quelque part au milieu d'une tempête dans l'Atlantique, pourrait coûter la vie à quelqu'un. Lorsque la machine achève le cintrage, vous vous retrouvez face à un maillon qui n'est pas encore assemblé en chaîne, mais qui impressionne déjà par sa masse. Il pèse autant qu'une voiture de tourisme moyenne, mais occupe 10 fois moins d'espace. Une concentration incroyable de poids en une seule forme. Tant qu'il rougeoie encore, je ressens cette responsabilité colossale, inscrite dans le métal. Ce n'est pas une simple pièce, c'est un futur élément d'un système d'ancrage qui maintiendra une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique. Il devra monter la garde pendant 30 ans, résistant aux assauts des vagues océaniques et à la pression de millions de tonnes d'eau sans le moindre droit à l'erreur. Assister à la naissance d'un tel titan, c'est une expérience qui vous fait prendre conscience de l'ampleur véritable des capacités humaines. Ensuite, les extrémités du maillon cintré se rapprochent. Un courant d'une puissance inouïe commence à passer entre elles. L'air s'ionise et le processus de soudage par étincelage débute. D'abord surgit un léger frémissement, puis une explosion de lumière. Une gerbe d'étincelles se disperse sur 10 mètres dans toutes les directions, illuminant l'atelier comme l'éclair d'une supernova. À cet instant, 2 bords de métal ne font plus qu'un au niveau moléculaire. Ce n'est pas simplement une soudure, c'est un monolithe. Lorsque les étincelles retombent, voilà devant vous un maillon achevé, qui vient de traverser le feu et l'électricité pour devenir indissociable. Et pour que nous restions indissociables, vous et moi, abonnez-vous à cette chaîne. En regardant cet acier incandescent refroidir, je me pose malgré moi la question.
Pourquoi tout cela? Pourquoi une telle précision inouïe, ces fours gigantesques et ces dépenses d'énergie pharaoniques pour un seul maillon? La réponse réside dans le prix de l'erreur, qui en pleine mer se compte en milliards de dollars et en vies humaines. Les clients de Vicine Cadenas ne sont pas de simples compagnies maritimes. Ce sont des titans de l'énergie qui travaillent là où la nature montre son visage le plus impitoyable. Lorsqu'une nouvelle chaîne, trempée à Bilbao, est chargée à bord d'un navire, elle entame un long voyage à travers l'Atlantique, cap direct sur le golfe du Mexique. Là-bas, au milieu de l'immensité océanique, se dressent des plateformes pétrolières, dont chacune vaut plus qu'une petite ville. Et la seule chose qui empêche ces colosses de se transformer en épaves incontrôlables lors d'un ouragan de catégorie 5, c'est précisément cet acier espagnol. J'essaie d'imaginer cet instant. Le ciel vire au noir, les vagues s'élèvent à la hauteur d'un immeuble de 10 étages, et le vent tente d'arracher la plateforme de la surface de l'océan. À ce moment-là, quelque part dans les profondeurs marines, ces chaînes se tendent comme des cordes de violon. Elles encaissent le choc. Chaque maillon supporte le poids du monde entier, et si un seul d'entre eux venait à céder, ce serait le début d'une catastrophe écologique et financière aux proportions bibliques. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont ces monstres d'acier deviennent partie intégrante d'un avenir vert. Nous avons l'habitude d'associer l'industrie lourde au passé, mais ici, à Bilbao, j'ai vu les fondations d'une révolution énergétique. La nouvelle génération d'éoliennes flottantes constitue de véritables prouesses d'ingénierie. Ces turbines géantes, hautes comme des gratte-ciel, ne sont pas ancrées au fond marin. Elles dérivent en pleine mer, là où le vent est le plus puissant. Elles se balancent au gré des vagues, telles d'immenses bouées, tout en restant positionnées à quelques centimètres près. Et ce sont précisément ces anneaux d'acier, forgés ici même, dans la forge des dieux, qui les maintiennent en place. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie, mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale,
Les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La matte obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative. Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain,
dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation. Chaque année, des milliards de personnes dans le monde effleurent du verre, sans se douter qu'un métal si tendre qu'on peut le couper au couteau œuvre sous leurs doigts. Un métal sans lequel notre civilisation moderne deviendrait tout simplement aveugle. Comment cet élément presque ludique, si malléable, en est-il venu à commander smartphones, distributeurs automatiques et écrans géants? Pourquoi l'extrait-on littéralement des déchets, gramme par gramme à partir de tonnes de minerais? Et pourquoi ce métal est-il déjà considéré comme une bombe à retardement pour toute l'électronique? Il y a là quelque chose dont les fabricants d'écrans ne parlent presque jamais. Restez avec nous jusqu'au bout. Vous découvrirez quel composant invisible pourrait un jour rendre n'importe quel écran tout simplement mort. L'indium, une véritable beauté argentée parmi les métaux, tendre comme du beurre, qu'on peut trancher au couteau, et qui fond déjà à 156 degrés. Dans la nature, ce type rare se planque comme un invité indésirable dans les minerais de zinc et de plomb, qui recèlent 60% des réserves mondiales. Et on le trouve aussi dans les gisements de cuivre, bien que plus rarement. Chaque année, le monde en extrait près de 1000 tonnes, et 90% de cette production proviennent de Chine, de Corée du Sud et du Japon, où des usines géantes l'extraitent par tonnes. Le prix pique de 500 à 700 $ le kilo de métal pur, car les gisements ne sont pas éternels. C'est en Chine qu'on trouve le plus d'indium, avec 70% de la production mondiale. Mais on en cherche aussi au Pérou, au Canada et en Australie, où les mines tournent à plein régime. Le processus lui-même relève du bonus annexe. D'une tonne de minerai de zinc, on n'extrait que 100 grammes d'indium, comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le métal est ensuite extrait par électrolyse dans des bains brûlants ou par évaporation, transformant le minerai brut en lingots étincelants. Ce métal malléable est la clé de vos écrans et sa pénurie pousse déjà le monde à chercher des alternatives. L'oxyde d'indium dopé à l'étain, c'est une véritable magie invisible qui a bouleversé le monde de l'électronique. Une couche transparente d'une finesse extrême
qui laisse passer la lumière tout en conduisant l'électricité. Un vrai tour de passe-passe sur l'écran de votre téléphone. Elle se compose de 90% d'oxyde d'indium, mélangé à 10% d'étain. Et tout ce cocktail est déposé en une pellicule si ténue qu'elle n'atteint que 100 à 200 nanomètres d'épaisseur, soit 1000 fois plus fine qu'un cheveu humain. Cette couche est comme une toile d'araignée immatérielle. L'œil ne la voit pas, mais les doigts la perçoivent instantanément. L'indium le rend transparent à 90% pour que l'écran brille de mille feux, tandis que l'étain ajoute la conductivité nécessaire à une réactivité fulgurante. Sans ce prodige, ton écran tactile resterait aussi sourd à tes doigts qu'un bloc de pierre. C'est précisément grâce à ce conducteur invisible, né d'un métal tendre, que chaque smartphone, télévision tactile ou distributeur automatique sait où tu poses le doigt. La fabrication de ce conducteur transparent à base d'indium et d'étain relève d'un véritable art high-tech. Chaque étape transforme un vulgaire morceau de verre ou de plastique en peau sensible de tes appareils. Dans d'immenses chambres à vide, dans l'obscurité et le silence, naît un film invisible, plus fin qu'un souffle, mais plus résistant que l'acier. Le processus commence par la pulvérisation cathodique magnétron, la méthode la plus répandue dans les usines Samsung, LG et autres géants de l'électronique. Tout se passe dans des chambres à vide spéciales, grandes comme une pièce, où la pression est plus basse que dans l'espace. On prend une cible métallique, un alliage d'indium et d'étain, semblable à un disque brillant d'un demi-mètre de diamètre. Cette cible est bombardée par des ions d'argon qui jaillissent d'un canon à plasma à la vitesse de balle. Sous l'impact, les atomes d'indium et d'étain se détachent de la surface, tels des éclaboussures d'une pierre lancée dans une rivière, et se déposent sur du verre ou un substrat plastique qui avance lentement sur un convoyeur. Un champ magnétique près de la cible maintient le plasma stable, afin que la couche se dépose uniformément, sans bulle ni irrégularité. La température dans la chambre se maintient autour de 200 degrés et l'ensemble du processus pour une feuille de verre prend une dizaine de minutes. Le résultat, un film ultra fin de 200 nanomètres d'épaisseur, invisible mais déjà conducteur. Ce film brut n'est pas encore prêt à l'emploi. Il est amorphe comme du miel fondu et conduit mal le courant. C'est pourquoi le verre avec sa couche nouvellement formée est envoyé au four pour un traitement thermique. La température est élevée progressivement jusqu'à 300 degrés, sur 1 heure, afin que le film cristallise. Les atomes d'indium et d'étain s'organisent en un réseau cubique parfait, un état où les électrons circulent librement, comme des poissons dans un étang. L'étain, pendant ce temps, s'intègre à la structure de l'oxyde d'indium, remplaçant une de ses mailles sur 10 et créant des électrons donneurs pour la conductivité. Après refroidissement, la couche acquiert une transparence brillante et une sensibilité remarquable, prête à réagir au moindre effleurement. Cette étape s'avère cruciale. Une surchauffe provoque des fissures. Un chauffage insuffisant laisse la pellicule non conductrice. La touche finale, la gravure laser, qui crée le maillage des zones tactiles. Un laser puissant, opérant dans l'ultraviolet, parcourt la surface avec une précision micrométrique, vaporisant d'étroites bandes de pellicule. Naissent alors des électrodes invisibles, lignes horizontales et verticales qui transforment la couche continue en matrice. Chaque intersection forme un pixel que le contrôleur d'écran peut lire individuellement. Le laser opère à la vitesse de l'éclair, laissant des sillons d'une propreté parfaite, larges de 10 micromètres à peine, imperceptibles à l'œil nu. Après la gravure,
La surface est à nouveau nettoyée aux ultrasons et recouverte d'une couche protectrice, tantôt en silicone, tantôt en carbure, pour résister à des milliers de contacts. 90% de cette merveille technologique est destinée aux écrans, smartphones, téléviseurs, tablettes, ordinateurs portables. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy nécessite une dizaine de grammes d'indium pour son écran, et des millions d'appareils engloutissent chaque année des milliers de tonnes de ce métal. Il ne reste que 5% pour les panneaux solaires, où cette même couche sert de contact transparent, laissant passer la lumière vers les cellules photovoltaïques. La seule différence réside dans l'échelle. Pour les panneaux, l'ITO est déposé sur des plaques d'1 mètre et non sur des écrans de quelques centimètres. Sans indium, les véritables alternatives n'existent tout simplement pas. Tout ce qu'on tente de substituer coûte les yeux de la tête ou fait piètre figure en termes de qualité. Le graphène sonne cool, comme le métal du futur, mais coûte le prix d'un billet d'avion pour l'espace, et sa transparence laisse encore à désirer. Un écran au graphène paraît trouble comme du verre dépoli. L'argent conduit l'électricité comme un dieu, mais noircit vite au contact de l'air, s'oxyde et ne laisse passer que 70% de la lumière au lieu de 90%. Le conducteur plastique, moins cher et flexible, ne supporte pas la chaleur. Après 6 mois d'utilisation au soleil ou en voiture, il craque comme un vieux journal et perd sa sensibilité. Apple, Samsung, LG. Ce trio accapare 70% de tout l'indium de la planète. Et ce sont eux qui les premiers nous le diraient s'ils trouvaient un remplaçant. Leurs écrans représentent des milliards de dollars et le marché des conducteurs transparents tourne autour d'1 milliard par an. Chaque nouvel iPhone ou Galaxy vole des grammes de ce métal, tandis que des millions de téléviseurs LG en engloutissent des tonnes. Sans indium, il faudrait soit payer 3 fois plus cher nos écrans, soit revenir au Nokia à touche.